Alors dans cette vidéo, nous allons explorer le thème 3 qui portera sur la réfraction. Alors, je suis à la page 41 de votre cahier, de votre recueil de notes de cours. Et avant de commencer, allons voir ce petit mime que j'ai laissé pour vous. Donc, on voit un visage et c'est écrit la réfraction. Mais si on regarde la réfraction de côté, ben, on voit qu'il y a une sorte de petit décalage. On voit que le visage qui est à la surface est décalé par rapport au corps. Donc, ce qu'on verra de haut, si nous, s'il y avait quelqu'un qui regardait de haut, ben, on a l'impression que le corps de la personne se retrouve à cet endroit, mais en fait, si on regarde de côté, ben, la personne ne se retrouve pas exactement à cet endroit-là. Donc, vous pouvez comprendre, c'est ce qu'on appelle la réfraction et on verra ensemble à travers ce thème. Bon, à la page suivante, il y a un mime que je vais vous expliquer un peu dans la prochaine vidéo qui portera sur le thème 4. Donc, je ne vais pas tout de suite l'expliquer. On va aller directement à la page 43. Donc, on va parler de la réfraction de la lumière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, soit en vraie vie ou dans les films, de voir une personne qui se noie au milieu de l'océan et qui a besoin de votre aide. Et il y a vous et une autre personne. Et on se questionne à savoir comment est-ce qu'on va... comment est-ce qu'on va sauver cette personne-là? Est-ce qu'on va courir sur la plage et ensuite nager ou aller directement vers la plage et nager vers cette personne-là? Quelle est la distance la plus courte ou quelle est la façon de faire pour qu'on arrive à la personne le plus rapidement possible? Donc, c'est ce qu'on va explorer dans ce premier point, 3.0, qui est notre mise en contexte. Donc, on imagine une personne qui court sur la plage en ligne droite, les pieds frappant le sable sec. Tout à coup, elle atteint la zone humide où le sable est plus mou et plus glissant. Ses pas deviennent moins rapides et elle dévie légèrement de sa trajectoire. Je ne sais pas pour vous, mais quand je m'en vais à la plage, quand je m'en vais dans la mer, ben, même si je courais initialement, je suis un peu ralentie. Hein? Il y a l'eau qui va nous dévier, puis je ne vais pas nécessairement aller dans la même direction que je voulais aller initialement. Donc, un peu dans ce style-là. Donc, si cette personne continue sa course en entrant dans l'eau, sa vitesse diminue encore davantage car l'eau lui oppose plus de résistance. Donc, je dirais pas le frottement, mais le mouvement de l'eau, donc les vagues, vont justement diminuer notre vitesse. Donc, instinctivement, elle ajuste sa trajectoire pour maintenir un certain équilibre, mais sa trajectoire n'est plus la même que sur le sable. Donc, évidemment, on est un peu dévié d'un côté à l'autre. Cette situation illustre un phénomène bien connu, c'est que lorsqu'un objet ou une onde passe d'un milieu à un autre avec une densité différente, sa vitesse change et sa trajectoire aussi. Donc, initialement, lorsqu'on courait, on était sur le sable, on courait sur le sable et ensuite on courait sur l'eau qui a une autre surface, on court dans l'eau carrément, ben, notre vitesse va changer et notre trajectoire aussi. Donc on verra comment est-ce que la vitesse change et comment la trajectoire change elle aussi. Et ce qui est important, c'est qu'on ne va pas nécessairement parler de l'objet ou la personne qui va courir ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment la lumière se comporte quand on passe d'un milieu à un autre. Donc, on sait que dans les phénomènes optiques, on parlera beaucoup plus de la lumière, donc de la réfraction. C'est exactement ce qui se produit avec la lumière lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu à un autre. Donc, si par exemple, les rayons passent de l'air, donc dans l'atmosphère, à l'eau, ben, sa vitesse va changer, ce qui provoque une déviation de sa trajectoire et c'est ce qu'on appelle la réfraction. Donc on pourra tenter de mieux comprendre pourquoi la vitesse change et dans ce cas-ci, on verra que la vitesse peut diminuer ou augmenter. Donc voilà. Alors, passons à un petit côté historique. On passe d'abord au principe de Fermat. Donc, le principe de Fermat est un principe fondamental en optique. Il affirme que la lumière emprunte toujours le chemin qui lui prend le moins de temps pour aller d'un point à un autre. C'est pas la distance qui nous intéresse, c'est vraiment le temps. Donc, tout à l'heure, on se questionne à savoir est-ce qu'en courant sur le sable et ensuite on nage à une petite distance, est-ce qu'on va pouvoir arriver avant une autre personne qui va, par exemple, courir directement vers l'eau et nager à une plus grande distance, quelle méthode va nous permettre de sauver la personne qui se noie en premier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la notion de temps ici. Alors, si dans les thèmes précédents, on a parlé du fait que, par exemple, la lumière représente une onde et une particule et on a exploré un peu l'historique derrière ça, mais nous, ici, dans ce thème, on va également explorer l'historique derrière le fait qu'on affirme que, selon ce principe, que la lumière emprunte toujours le chemin qui lui prend le moins de temps. Donc, la notion de temps est très importante. Et ce principe ne signifie pas nécessairement que la lumière suit le chemin le plus court en distance. Donc, comme je vous ai dit, la distance, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment le temps. Donc, par exemple, lorsqu'un rayon lumineux passe de l'air à l'eau, il se dévie à l'interface entre les deux milieux. Donc, c'est l'endroit où sépare
ces deux milieux. Puis cette déviation s'explique par le fait que la lumière voyage plus lentement dans l'eau que dans l'air, tout comme quand je vous demande de courir sur la surface de la Terre versus courir dans l'eau, mais ça va être différent, votre vitesse sera différente. Pour arriver le plus rapidement possible à sa destination, évidemment, la lumière va choisir une trajectoire qui minimise le temps de parcours. Le temps total. Donc, même si ça implique de changer d'angle, même si ça implique une certaine déviation ou changement dans la trajectoire, ça reste que la lumière va choisir une trajectoire qui minimise le temps total. Une autre façon de comprendre ce phénomène, c'est d'imaginer que votre ami et vous faites la course jusqu'à un radeau au milieu de la mer, puis vous devez d'abord traverser une plage, puis nager dans l'eau. Votre ami décide d'aller en ligne droite vers le radeau et court directement vers la plage, alors que vous allez courir, vous courez plus vite que vous nagez, donc vous décidez de vous diriger vers l'eau en biais, donc un peu en diagonale, de manière à courir plus longtemps et à nager moins longtemps. Donc, moi, ma question, c'est qui arrivera en premier? Dans ce petit dessin ici, on peut voir votre trajectoire versus la trajectoire de votre ami qui préfère nager. On voit que votre trajectoire, la distance à laquelle vous allez devoir courir semble être plus longue et ensuite vous allez nager un peu moins. Si on regarde ici, évidemment, la distance que vous allez parcourir, elle est beaucoup plus élevée que votre ami, mais vous allez arriver en premier. Tout à fait. Donc, votre ami qui emprunte le chemin le plus court en distance, mais ça ne lui permet pas d'arriver en premier, alors que vous avez tenu compte de la vitesse à laquelle vous pouvez courir sur la surface de la Terre, donc sur la plage. Donc, ça a pris, le chemin que vous avez pris prendra moins de temps, même si vous devez vous déplacer un peu plus. Donc, c'est le même principe pour la lumière. Donc, la lumière fait exactement la même chose lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. Pour l'instant, on voit des exemples lorsqu'on passe, par exemple, de l'air à l'eau ou de l'eau à l'air, mais ça peut être, par exemple, de l'eau à l'huile, l'huile à une sorte de cristaux. Donc, chaque milieu diffère et on va voir à cet instant que chaque milieu va dévier la lumière différemment parce qu'évidemment, chaque milieu est composé de molécules et ont des caractéristiques différentes. Donc, l'indice de réfraction est la réfringence d'un milieu. Donc, pour mieux comprendre pourquoi la lumière change de direction en passant d'un milieu à un autre, il faut qu'on s'intéresse à une propriété fondamentale des matériaux. Donc, tous les matériaux, on peut considérer comme étant des milieux. Si on passe, par exemple, de l'eau à de l'huile ou de l'eau à une autre surface, de l'air à, par exemple, un verre. Donc, on sait que l'indice de réfraction sera différent et on va revoir ensemble qu'est-ce que c'est. Alors, l'indice de réfraction permet d'abord de quantifier à quel point un milieu ralentit la lumière par rapport au vide. Donc, le vide est notre point de référence. Donc, plus cet indice-là, cette propriété-là est élevée, parce que c'est une valeur quantitative, plus la lumière y voyage lentement, ce qui entraîne une déviation plus marquée du rayon lumineux. Donc, si on a vu que la lumière peut être réfléchie, on va apprendre que la lumière peut être réfractée, dans le sens que la lumière peut aller à travers les milieux, à travers les matériaux, les surfaces et tout ça. Par contre, sa vitesse ne sera pas nécessairement 300 1000 mètres par seconde. On verra qu'il sera ralenti. D'accord? Donc, cette capacité-là d'un matériau à faire dévier la lumière, c'est ce qu'on appelle la réfringence. Donc, l'indice de réfraction, c'est une valeur quantitative qui nous permet de savoir à quel point est-ce que cette surface-là, cet objet fait d'un matériau quelconque, comment est-ce que ce matériau-là est en mesure de dévier la lumière. Et bon, cette propriété-là, cette capacité-là se nomme la réfringence. L'indice de réfraction d'un milieu, elle est définie comme étant le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans ce milieu en question. Donc, je viens de vous dire que la vitesse sera souvent ralentie lorsque la vitesse de la lumière sera ralentie lorsque, par exemple, la lumière passe de l'air à l'eau. Donc, voilà. L'indice de réfraction dans le vide est égal à 1. Donc, c'est pas mal notre point de référence. Tous les milieux matériels ralentissent le passage de la lumière. Donc, l'indice de réfraction est plus grand que 1. Parce qu'on se rappelle, c'est à quel point est-ce que ce matériau-là est en mesure de dévier la lumière. C'est notre point de référence. C'est le vide étant 1. On sait que cette valeur-là sera supérieure à 1. Plus un milieu ralentit le passage de la lumière, plus ce milieu est réfringent, c'est-à-dire est en mesure de dévier la lumière, plus son indice de réfraction est élevé et plus il dévie la lumière. Donc ça, c'est une phrase à retenir qui est très importante. Juste là. Voilà. Poursuivons ici quelques
indices de réfraction approximatifs pour que vous ayez une idée. Donc, le vide, 1,00000, donc c'est notre point de référence. Par contre, on ne travaille pas très souvent avec le vide, à moins que notre contexte se retrouve à être dans l'espace. Alors, on utilise souvent comme notre point de référence étant l'air, finalement. Et on constate que l'indice de réfraction de l'air, 1,0029, donc on voit que c'est très, très proche de 1. L'air est en mesure, en fait, d'avoir des propriétés, des molécules qui a une petite, très, très petite réfringence. Alors que la glace, pourtant, c'est de l'eau, ou presque, mais glacée, mais on voit qu'elle a un indice de réfraction de 1,31, alors que l'eau liquide, 1,33. Donc, l'état de la matière a un impact sur l'indice de réfraction, notamment parce que dans le cas de la glace, l'eau gelée, il y a des cristaux à l'intérieur, donc c'est en mesure une sorte de réfringence qui est un peu moindre comparativement à l'eau liquide. Et là, si on va à travers, on voit le quartz qui est 1,46, le verre, 1,50, le zircon, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement des bagues en diamant, mais ont des bagues en zircon. C'est également, ces cristaux-là ont une certaine réfringence, donc 1,92, et vous voyez le diamant à 2,42. Donc, c'est quand même quelque chose. Alors, on voit une petite simulation de PHET Colorado juste ici pour qu'on soit en mesure de mieux comprendre les choses. Alors, d'abord, je viens de vous dire que la lumière, lorsqu'elle est dans l'air, ici dans l'air, a un indice de réfraction de 1,00. Et là, si par exemple ce rayon-là s'en va vers l'eau, d'accord, on a l'indice de réfraction de l'eau est de 1,33. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a en effet un rayon réfléchi, et si je m'en vais mettre un rapporteur d'angle, juste là, on voit que l'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi, qui est de, si je ne me trompe pas, environ 45 degrés, juste là. Mais si on regarde l'angle réfracté, c'est-à-dire que, bon, on a un rayon qui est réfracté dans l'eau, mais ça ne mesure pas 45 degrés, mais environ 30 quelques degrés. Donc, on voit que le rayon change. Et si on regarde l'intensité aussi, la majorité de ce rayon-là est en mesure de traverser la surface de l'eau et une très petite partie est réfractée. Et puisque la lumière est une onde, je peux le mettre comme ça pour que vous puissiez visualiser. Maintenant, si on passe de l'air à genre sorte de verre, vous pouvez voir que une grande partie des rayons est réfractée, mais moins que pour l'eau. Et une plus grande partie sera réfléchie, bien entendu. Et je vais juste mettre en rayon pour que vous voyez qu'il y a un angle de réfracté un peu différent. Donc, au lieu d'avoir tout à l'heure 30 quelques degrés, là, on est vraiment à 30 degrés, voire 20 quelques. Donc, on peut voir que les rayons sont vraiment réfractés. Ici, par exemple, je m'en vais vraiment à Mystery A, donc le mystère. On va pouvoir calculer un peu plus tard, mais je voulais juste vous montrer que les rayons peuvent être davantage réfractés en fonction du matériau en question. Je vais aller ici. Je vais tenter d'aller de l'air à l'eau, par exemple, et j'aimerais évaluer, si vous remarquez, quand je change la longueur d'onde du rayon, l'angle reste pas mal la même, mais si vous remarquez, l'indice de réfraction de l'eau change légèrement, presque rien du tout. Par la suite, je m'intéresse à la vitesse. Je peux regarder la vitesse juste ici. On a 0,75 C, ça veut dire environ 75% de la vitesse de la lumière est là, parce qu'une autre partie est réfléchie. Donc, la vitesse, elle est moindre, comme vous pouvez voir. Je vais également mettre les angles, comme ça vous pouvez voir que ça change. Là, je vais aller à des longueurs d'onde, varier les longueurs d'onde, mais l'angle de réfraction, juste là, ne change pas vraiment. Ok, donc c'est correct comme ça. Je vais juste voir ici. De ce côté, on ne peut pas voir les angles, ce qui est dommage. Mais bon, ce qui est important de repérer, c'est qu'il y a toujours une normale qui s'insère dans les dessins. Donc, retournons aux notes de cours. Alors, juste ici, parlons un peu de la relation entre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction que je viens de vous montrer. Donc, l'angle de réfraction est toujours par rapport à la normale. C'est vraiment l'angle du rayon réfracté qui est en mesure de traverser de milieux différents. Donc, le graphique ci-contre montre la forme de la courbe obtenue lorsque les angles de réfraction sont mis en relation avec l'angle d'incidence. Donc, ce qu'on est en train d'étudier, c'est l'angle d'incidence en fonction de l'angle réfracté pour voir s'il y a une relation entre ces deux variables. Puis on remarque que pour de petits angles d'incidence, la relation semble être affine. Mais plus tard,
on remarque que ce n'est pas du tout affine. Donc, c'est à la conclusion à laquelle Kepler arriva, un autre physicien. Pour de petits angles, le rapport des angles d'incidence sur réfracté semble être constant. Donc, une sorte de fonction affine, donc la pente est quand même constante. Toutefois, ceci n'est plus vrai pour de grands angles d'incidence. Nous ne pouvons retenir cette règle car elle n'est pas générale. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une relation linéaire entre ces deux variables-là. Donc, on s'était dit, on va prendre autre chose. On va aller plutôt étudier le sinus des angles. Donc, si on prenait sin de l'angle incidence en fonction du sin de l'angle réfracté pour voir s'il y a une relation. Et ce qu'on voit, c'est que oui, il y a une fonction plutôt linéaire, y est égal à mx, et si on remplace y et x par les variables concernées, donc sin θ i est égal à la pente fois sin θ r, donc on voit qu'il y a en effet une constance au niveau de la pente, donc il y a nécessairement une relation. Et en les répétant l'expérience avec d'autres substances, on remarque que la pente varie proportionnellement à la réfringence de la substance. Donc, on a donc modifié la relation pour inclure l'indice de réfraction de la pente. Donc, on a tenté de voir, OK, il y a en effet une relation entre le sinus de θ i, donc le sinus de l'angle d'incidence, en fonction du sinus de l'angle réfracté. Mais si on variait les milieux, les matériaux, les substances, on constate que cette pente change. Donc, l'air est considéré dans des situations quotidiennes comme étant le milieu ayant la plus faible réfringence, un peu notre point de référence, si vous voulez. Et théoriquement, ce serait le vide, parce que si on remarque, la valeur est 1,000000, alors que pour l'air, c'est 1,00029, ce qui nous pousse à dire, bon, c'est vraiment le vide. Par contre, en pratique, le vide n'est rencontré que rarement. Donc, par convention, l'air est associé à un indice de réfraction de un autre point de référence, et toutes les autres substances auront un indice de référence plus élevé. Donc, je répète, qu'est-ce que la réfraction? La réfraction est un phénomène optique qui se produit lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent à un autre. Habituellement, ces substances-là sont plutôt transparentes, ce qui permet justement à ce que les rayons d'incidence puissent passer. Donc, on parlerait pas nécessairement un morceau de bois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans ce cas-là, il y aura plus une absorption de la lumière. On ne parlera pas tant de la réfraction de la lumière. Donc, on est d'accord que nos milieux, nos substances, nos matériaux, nos surfaces, on parle davantage des milieux qui sont transparents. Voilà, ou du moins le plus transparent possible. Et ce changement de milieu provoque un changement de la vitesse, comme je vous ai dit. La vitesse de la lumière est diminuée, ce qui entraîne une déviation de sa trajectoire, donc l'angle de réfraction ne sera pas égal à l'angle d'incidence. Et pourquoi la lumière change-t-elle de direction? Pourquoi c'est comme ça? C'est très simple. Prenons l'exemple dans l'eau où le verre, sa vitesse est plus faible. Lorsqu'un rayon lumineux arrive obliquement à la surface, séparant de milieu, une partie de ce rayon entre dans le deuxième milieu et ralentit ou accélère dépendamment de la surface, et ce qui provoque une sorte de cassure de sa trajectoire. Et cette déviation, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Et donc, la lumière ne fait pas exception. Donc, si on laissait une paille dans un verre d'eau, vous verrez qu'il y a une certaine déviation. Donc, vous allez avoir l'impression que la paille est brisée ou décalée à la surface de l'eau. Mais ce n'est pas la faute de la paille, c'est comment la lumière se comporte. Et dans ce cas-ci, la lumière change de direction en passant de l'eau à l'air avant d'atteindre notre œil. Donc, c'est notre cerveau qui reconstruit la position de la paille en ligne droite, ce qui crée une sorte d'illusion que c'est comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Cette déviation-là obéit à une loi, oui, une autre loi à connaître, donc qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Quand on a parlé des miroirs plans, on a parlé de la loi de la réflexion spéculaire, mais maintenant, on va explorer une autre loi, qui est la loi de Snell-Descartes. Et cette loi-là relie les angles d'incidence, les angles de réfraction et de réfraction aux indices des milieux traversés. Donc, quand on passe d'un milieu à un autre, on va pouvoir utiliser une formule pour calculer soit l'angle d'incidence ou l'angle de réfraction, ou tout simplement les indices de réfraction. Et en comprenant cette loi-là, ça va nous permettre d'expliquer pourquoi une paille semble brisée dans un verre d'eau, mais aussi de concevoir des lentilles, un peu plus tard, des fibres optiques, ou encore mieux de comprendre les mirages qu'on discutera un peu plus tard dans ce thème. Lorsque vous regardez la surface d'un lac ou d'une flaque d'eau très très calme, qui ne bouge pas, il y a vraiment très peu de vagues, la lumière qui provient de votre visage tape sur la surface de l'eau. Et une partie de cette lumière entre dans l'eau, elle est réfractée, une partie de la lumière est réfractée, mais une autre partie rebondit sur la surface, c'est ce qu'on appelle la lumière qui est réfléchie, chose que vous avez appris, et revient vers vos yeux, donc rentre dans vos yeux. Et cette lumière réfléchie, c'est grâce à elle que vous pouvez voir votre propre reflet. Et ce phénomène-là s'appelle la réflexion partielle, à ne pas confondre avec la réfraction. Il se produit chaque fois que la lumière arrive à la surface entre deux milieux transparents, donc l'air transparent et l'eau transparente et ne bouge pas, ayant des indices de réfraction différents. Plus l'eau est calme, plus la surface agit comme un miroir et plus le reflet est net. Donc, puisqu'il agit comme un miroir, donc on voit qu'il y a une réflexion
quasi parfaite. Contrairement à un vrai miroir, l'eau ne réfléchit qu'une partie de la lumière parce que l'autre partie réfractée reste dans l'eau, traverse l'eau. C'est pourquoi notre reflet est souvent plus pâle, un peu plus flou, on est légèrement déformé, surtout si la surface de l'eau n'est pas lisse. Donc, ce qui influence ce reflet-là, c'est l'angle d'observation. Donc, l'angle à laquelle vous vous regardez, la tranquillité de l'eau, la luminosité. Est-ce qu'on est le jour, le soir? Donc, combien d'expositions à la lumière est-ce qu'on est pour pouvoir qu'on puisse se voir? Donc, voilà. Donc, on va aller explorer, mais c'est quoi cette loi? D'où elle provient? Et surtout, quelle est la formule qui découle de cette loi, soit la loi de Snell-Descartes? Donc, ici, la loi de la réfraction... si on a vu la loi de la réflexion spéculaire, là, on va voir la loi de la réfraction, qui est aujourd'hui plus connue sous le nom de la loi de Snell-Descartes, parce que ça implique deux personnes, Snell et Descartes, mais on va voir un petit historique derrière ça, a été formulée à partir d'observations anciennes. C'est pas récent, là. On a tenté d'étudier la déviation de la lumière depuis un bon moment. Alors déjà, dans l'Antiquité, des penseurs comme Ptolémée avaient tenté de décrire ce phénomène, mais leur loi restait plutôt imprécise. Les constats de Ptolémée étaient plus ou moins clairs. Et c'est vraiment au début du 17e siècle que la loi prend sa forme. D'abord, en 1621, le mathématicien néerlandais Snell van Rooyen s'intéressa aux propriétés des angles et aux phénomènes lumineux. Un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, on a tenté d'étudier un peu la relation entre l'angle d'incidence et l'angle réfracté. Ensuite, on a pris, on voit que ce n'est pas tant linéaire que ça. On se dit, OK, ben, on va aller étudier le signe de l'angle d'incidence en fonction du signe de l'angle de réfraction. Donc, on est allé explorer ça. Et il découvre expérimentalement une relation précise entre les angles d'incidence et de réfraction lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent, encore une fois, à un autre, comme de l'air à l'eau ou au verre. Et donc, vous pouvez voir Snell qui est juste ici. Snell ne part pas d'un principe théorique ou philosophique comme c'était populaire à l'époque et utilise plutôt une approche expérimentale et géométrique. Donc, ça convient davantage avec la démarche scientifique que vous connaissez très bien. Donc, il observe soigneusement comment la lumière se dévie lorsqu'elle traverse des surfaces, des interfaces entre deux milieux transparents. Et en mesurant les angles d'incidence et de réfraction, il remarque quelque chose. Il remarque une relation mathématique constante. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le rapport entre les sinus des angles reste le même pour une paire de milieux donnés. Cette constante-là, c'est un peu comme la pente du graphique. Maintenant, on sait qui est ce on mentionné au point 3.2, c'est Snell-Descartes. Okay? Donc ici, sin de θ1 sur sin de θ2 est égal à une constante. Ici, on parle θ1 étant l'angle d'incidence et θ2, c'est l'angle de réfraction. Puis cette constante dépend des milieux traversés, bien entendu. Si on passe de l'eau à l'air, c'est pas la même chose que si on passe de l'air à l'eau. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et malheureusement, Snell ne publiait jamais lui-même sa découverte. C'est Christian Huygens, on a un peu parlé de lui dans le thème 1, un autre scientifique néerlandais qui rendra ses travaux publics après la mort de Snell. Donc souvent, ces grands physiciens, on les rend hommage ou on connaît leurs grands travaux et exploits après leur mort. Évidemment, Snell a beaucoup travaillé sur l'optique. Mais en parallèle, René Descartes. Alors, tout à l'heure, comme je l'ai dit, la loi de Snell-Descartes, il y a eu Snell, mais il y a Descartes. Alors, il faut qu'on parle un peu de Descartes. Publie sa propre version de la loi de la réfraction dans la dioptrique en 1637, donc dans les environs de la même époque. Il utilise un raisonnement, cette fois-ci, différent de Snell, parce que tout à l'heure, on s'était dit que Snell utilise une approche un peu plus expérimentale et géométrique. Descartes il utilise une méthode, un raisonnement plus mécanique, donc des balles traversant des milieux de résistance différentes pour en proposer une démonstration, mais ne mentionne pas Snell. Donc sa découverte permet de prédire avec précision le trajet de la lumière dans soit les lentilles, les prismes et les interfaces. Donc on va parler des lentilles et des prismes un peu plus tard. Donc elle est à la base de nombreuses technologies optiques modernes qu'on connaît, par exemple comme les fibres optiques. Et c'est pourquoi la loi porte aujourd'hui les deux noms, bien que l'antériorité de la découverte appartienne davantage à Snell. Mais comme vous savez, quand deux grands physiciens scientifiques travaillent indépendamment dans la même époque, c'est dur de dire c'est qui a été le premier. Donc, c'est pour ça que la loi de la réfraction, on s'est dit, on va inclure les deux personnes, soit Snell et Descartes. Alors, cette loi-là, il y a deux parties à cette loi. Il y a une explication semi-qualitative, si vous voulez, et ensuite quantitative, c'est-à-dire qu'il y a une formule. Donc, le rayon incident, le rayon réfracté et la normale se situent sur un même plan. Donc, on va regarder, ou du moins appliquer la loi de Snell-Descartes, il faut qu'on s'assure que tout soit sur le même plan et qu'on travaille avec une normale qui est toujours perpendiculaire à l'interface des milieux. La deuxième loi de la réfraction, en fait, c'est vraiment la loi de Snell-Descartes. En fait, les deux, on le combine ensemble pour appeler les lois de Snell-Descartes. N1 fois sin de θ1 égale à N2 fois sin de θ2. Donc, d'abord, N1, N2 représentent les indices de réfraction des deux milieux
et θ1, θ2, ben, l'angle d'incidence du premier milieu, θ1, et l'angle de réfraction est θ2. Donc θ1, c'est l'angle d'incidence et θ2, c'est l'angle de réfraction. Donc, vous pouvez voir ici, dans le dessin, l'angle d'incidence θ1 θi ou θ1, et ici, θr réfracté est juste là. Parfois, on utilise θ2 parce que quand on travaille avec les miroirs, on dit, bon, R, ça peut aussi dire réfléchi. Mais bon, dépendamment du contexte dans lequel on se retrouve, voyez, moi, j'accepte les deux. Vous pouvez écrire une petite légende pour vous assurer que je comprenne vos indices ou du moins vos abréviations. Donc, voilà, ça, c'est une formule à connaître. Donc, N1 fois sin de θ1 est égal à N2 fois sin de θ2. Et on remarque dans ce schéma que le rayon réfracté, évidemment, est là. Et ici, on a le rayon incident et le θi n'est pas égal au θr réfraction. À ne pas confondre avec l'angle de réflexion. Le rayon réfléchi, ici, ça ne nous intéresse pas. On s'intéresse à la réfraction de la lumière. Et par exemple, ce rayon-là, après avoir traversé le verre, va traverser l'interface. Donc, l'interface, c'est ceci, pour aller dans l'air. Et on voit que l'angle de réfraction change. Donc, si j'ai à dessiner une autre normale, mais notre nouvel angle incidence versus notre nouvel angle réfracté va également changer. Ce qu'on remarque ici, c'est l'angle d'incidence semble être inférieur à l'angle réfracté, alors que dans le cas précédent, ben, on voit que l'angle d'incidence semble être supérieur à l'angle réfracté. Donc, on peut remarquer que l'angle semble changer lorsqu'on passe d'un milieu à un autre, même si on retourne à notre milieu initial. Dans le calcul, les chiffres changent, donc on voit que l'indice de réfraction, la réfringence des milieux ont un impact sur l'angle de réfraction. Voilà, donc n'oubliez pas de dessiner ou de repérer la normale pour bien tracer l'angle de réfraction et l'angle d'incidence. Donc faites attention avec ça. On se questionne à savoir d'où provient cette formule. Donc on est parti de ce que Snell a pu découvrir, ce que Snell a conclu. Donc, sin de θ1 sur sin de θ2, θ2 étant l'angle de réfraction, est égal à une constante. Et on sait que quand on passe d'un milieu à un autre, ben, c'est N2 sur N1. Parce que, bon, final sur initial, si vous voulez. Donc, l'indice de réfraction relatif est comme le rapport entre l'indice de réfraction du second milieu et celui du premier milieu. Donc là, on sait que c'est égal à une constante. Donc, quand on va mettre l'égalité ben, et qu'on fait le produit des moyens est égal au produit des extrêmes, ben, on obtient la formule 1 fois sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Donc, dans le cas de la résolution de problème des cas où il y a de la réfraction de la lumière, vous avez seulement une formule à appliquer. La vitesse de la lumière dans un milieu quelconque est symbolisée par la lettre V, où V est inférieur à C, donc inférieur à la vitesse de la lumière. La raison pour laquelle la vitesse est inférieure à la vitesse de la lumière, c'est que la vitesse de la lumière dans un milieu différent que le vide ou l'air est plus petite à cause de la densité de l'objet, donc la réfringence de l'objet du milieu de la substance par rapport à la densité de l'air. Donc, on peut faire une petite analogie avec quelqu'un qui courait dans l'air et ensuite dans l'eau. Sa vitesse de course en sera ainsi réduite. Donc, vous pouvez voir que les angles d'incidence et de réfraction changent. Encore une fois, je préfère tracer les normales. Bon, là, j'ai pas ma règle, mais vous comprenez que je peux tracer comme ça. Et l'angle d'incidence et de réfraction est par rapport à la normale. Toujours par rapport à la normale. Ici, c'est notre nouveau I. Et là, éventuellement, il va devoir sortir. Donc, l'idée, c'est de comprendre que les angles sont toujours par rapport à la normale. Et un peu comme ce que je vous ai montré ici avec mon exemple, quand on passe de l'air au vert ou au vert vers l'air, les angles de réfraction changent. Donc, c'est en fait en raison de l'indice de réfraction. Si l'indice de réfraction du premier milieu est inférieur à l'indice de réfraction du deuxième milieu, ben, la vitesse de la lumière sera beaucoup plus faible dans le deuxième milieu. Et on observe alors que le rayon réfracté se rapproche davantage à la normale, et donc l'angle de réfraction est plus petite. Donc ici, si on voit ça, on voit que l'angle de réfraction va être beaucoup plus petit. Donc, angle de réfraction inférieur à l'angle d'incidence. Si votre indice de réfraction du premier milieu est inférieur à celui du deuxième milieu. Et si c'est l'opposé, c'est-à-dire que l'indice de réfraction du premier milieu est supérieur à l'indice de réfraction du deuxième milieu, ben, on verra que l'angle de réfraction, juste ici, est plus grand que l'angle d'incidence. Un peu comme ce que vous pouvez voir précédemment avec mon exemple, juste ici, en vert. Donc, je vais l'écrire.
réfracté sera supérieur à l'angle incident. Les fronts d'onde sont dans l'air et arrivent à une vitesse de 3 millions de mètres par seconde. Comme le milieu est plus dense, le verre, les fronts d'onde frappant la plaque de verre obliquement sont ralentis sur une extrémité d'abord et jusqu'à l'autre extrémité ensuite. Donc, c'est pour cette raison que le rayon lumineux a une direction différente. Les rayons circulent dans une nouvelle direction. Donc, si les fronts d'onde arrivent parallèlement à l'interface air-verre, le changement de vitesse arrive équitablement de part et d'autre des fronts car ils traversent la surface en même temps sur toute la longueur. Donc, c'est un peu ce qu'on vient d'explorer ici. Donc, quand on passe de verre à la glace, en raison de la différence d'indice de réfraction, ben, on verra que l'angle de réfraction sera différent. Alors, on peut voir que celui-ci, ça c'est l'exemple pour lui, et celui-ci c'est l'exemple pour celui-là. Voilà. Savez-vous que nous voyons le soleil avant son lever réel et après son coucher réel, le jour est anticipé et la nuit est retardée. Et là, encore une fois, c'est en raison du fait qu'on passe à deux surfaces différentes, juste là. Alors, vous pouvez consolider vos apprentissages en allant lire dans Quantum à la page 78 à 86. Maintenant, allons voir quelques exercices dans Trajectoire. Alors, je suis présentement dans votre cahier trajectoire à la page 103. Je voulais juste vous montrer quelques résolutions de problèmes, notamment le numéro 4 ici, lorsqu'on souhaite déterminer l'indice de réfraction de l'eau. Comment est-ce qu'on a pu déterminer l'indice de réfraction de l'eau? Alors, c'est très simple. C'est en prenant la formule n du milieu est égal à c divisé par la vitesse du milieu. Donc, la vitesse de la lumière dans l'eau, on vous le donne, est de 2,25 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Il nous suffit de prendre la vitesse de la lumière, 3,00 fois 10 à la 8 mètres par seconde, et de faire le quotient, la division, et on obtient 4 tiers ou 1,33, donc l'indice de réfraction de l'eau est de 1,33. Et c'est comme ça qu'on a pu déterminer cet indice. Par la suite, au niveau des autres exercices, ça va de soi. C'est pas plus difficile. Comme je vous ai dit, lorsqu'on passe d'un milieu comme l'air, qui a une plus petite, un plus petit indice de réfraction, donc une plus petite réfringence, ben, on aura un angle de réfraction qui sera beaucoup plus petite. Donc, le rayon de réfraction sera beaucoup plus proche que la normale, que lorsque nous passons d'un milieu ayant un indice de réfraction supérieur au deuxième. Donc voilà, des exercices que vous faites faire, ça c'est assez simple, 103, 104. Ensuite, on s'en va à 108, il faut juste appliquer la formule n1 fois sin de θ1 est égal à n2 fois sin de θ2. Je vous rappelle que le 1 voulant dire le premier milieu, là où on a le rayon d'incident. Et ensuite, le 2, ben, c'est pour le deuxième milieu, et c'est là où on a l'angle de réfraction. Je vous rappelle qu'il est important d'écrire, du moins de différencier lequel est 1, lequel est 2 dans vos données. Ça va vous aider à appliquer la formule. Et tout simplement, moi, je vous propose d'isoler la variable que vous cherchez avant d'insérer les données. Donc, c'est assez facile, normal. C'est vraiment pas difficile de résoudre ces problèmes-là. Par contre, ce qui est important, c'est que lorsque, parfois, on vous piège, on vous donne un angle, mais c'est pas par rapport à la normale, c'est par rapport à la surface de l'eau, ou à la surface qu'on appelle, à la surface, ou je vais l'avoir le mot, là, je vais l'écrire bref, à la surface, ben, il faut que vous fassiez la soustraction pour pouvoir avoir l'angle incident ou l'angle réfracté qui est toujours par rapport à la normale. Donc voilà, pour ces numéros qui sont assez simples à faire. Souvent, si on passe d'un milieu à un autre, et ces milieux-là ont des indices de réfraction différents, assurez-vous que d'utiliser les propriétés des angles pour déduire justement l'angle d'incidence. Souvent ici, vous allez vite devoir utiliser les propriétés comme alterne interne, opposé par des sommets, tout ça, donc pour vous aider à repérer le prochain angle d'incident à partir de l'angle de réfraction précédent. Donc, juste aller étape par étape et vous allez pouvoir répondre aux questions. Encore une fois, vous avez besoin de votre rapporteur d'angle. Par exemple, le numéro 8 ici, il n'est pas plus difficile, mais vous devez utiliser, bien entendu, des équations que vous rajoutez, des variables et vraiment appliquer vos triangles semblables, les angles des triangles. Donc, la trigonométrie est importante, sin, costan. On a un peu travaillé sur ça dans le thème 0. Donc, c'est le temps d'appliquer vos connaissances en lien avec la trigonométrie ou les propriétés trigonométriques. Par exemple, le sinus d'un angle, c'est l'opposé sur hypoténuse, par exemple, d'un triangle. Donc, vous devez repérer ces triangles-là. Par la suite, les autres numéros sont assez simples à résoudre. Là, je regarde le 10e. On combine souvent la réfraction avec la réflexion. Donc, parfois, il faut qu'on applique
la loi de la réflexion, en plus de la loi de la réfraction, qui est des lois de Snell-Descartes, là. Et nos dessins ne sont pas toujours à l'échelle, et c'est pour ça qu'on utilise souvent la formule quantitativement pour résoudre ce problème-là. Et j'ai mis en parenthèse parfois comment j'ai déduit ces angles-là, soit par les propriétés des angles. Je suis de retour dans les notes de cours, donc je vous propose de faire les exercices dans trajectoire. Ce qui est important à retenir, c'est tout simplement de bien lire, d'utiliser vos marqueurs pour repérer les données et d'appliquer la formule. Donc, c'est pas très sorcier, je vous dirais. Je poursuis ici, donc il y a des exercices supplémentaires dans la série 8. Il y a des réponses directement dans les notes de cours ici, série 8 et 9. Donc, je vous invite à les faire. Ça va vous aider énormément à la compréhension et à l'application de cette formule. Donc, il y a plusieurs exercices qui vous sont disponibles. Donc, série 8 à 10 même. Donc, c'est ça qui est le fun. Un petit défi ménage. Donc, vous êtes en train de pêcher avec votre papa ou avec votre maman avec une lance dans un lac très clair. En regardant l'eau, tu vois un poisson immobile. Tu sais que la lumière se réfracte en passant de l'eau à l'air. On vient de voir ensemble. Si tu vises directement le poisson, manqueras-tu ta cible ou faut-il viser exactement pour l'atteindre? Et pourquoi. Donc, je vous invite à réfléchir à la réponse à ce petit défi ménage. Donc, si on a vu la réfraction, j'aimerais vous faire part maintenant de la réflexion totale interne de la lumière qu'on appelle RTI. Donc, c'est la suite de cette notion de réfraction. On sait maintenant que la lumière est réfractée lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Ce milieu-là est souvent fait de substances, de matériaux ayant un indice de réfraction différent, une capacité de réfringence différente, variable, ce qui fait que ça dévie la lumière et donc ralentit la lumière. Et on va voir quelle est cette utilité-là. En fait, cette propriété-là est intéressante. Le fait que la lumière peut être réfractée, on peut l'utiliser dans d'autres contextes. Donc, allons découvrir comment et pourquoi. Alors, lorsque la lumière passe d'un milieu plus dense, comme l'eau ou le verre, vers un milieu moins dense, alors là, ça devient intéressant parce qu'on vient de voir tout à l'heure que l'angle de réfraction sera supérieur à l'angle d'incidence dans ce cas-là. Elle se dévie loin de la normale, selon la loi de Snell-Descartes. Plus l'angle d'incidence augmente, plus l'angle de réfraction augmente aussi. Donc, arrive alors un point critique. À un moment donné, ce n'est plus possible. À un certain angle d'incidence précis, le rayon réfracté ne sort plus du tout du milieu. Alors là, ça devient intéressant. Pour l'instant, on constate que la lumière va traverser le milieu en question jusqu'à un point où on sortir de ces milieux-là. Mais on apprend qu'à un certain angle, pour l'angle incident, le rayon réfracté n'est plus en mesure de sortir. Mais dans ce cas, glisse juste le long de la surface de séparation. Et cet angle particulier-là est appelé l'angle critique. Il ne dépend que des indices de réfraction des deux milieux. Donc, on sait que lorsqu'on passe d'un milieu plus dense, donc ayant une réfringence qui est plus élevée, vers un milieu moins dense, donc un indice de réfraction ou la réfringence moins élevé, comme l'air par exemple. Alors si l'angle d'incidence dépasse cet angle critique-là, la lumière ne sort plus du tout du premier milieu, elle est entièrement réfléchie à l'intérieur. Et le fait que ce soit réfléchi à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Ça devient une réflexion et non une réfraction. Et tout se passe à l'intérieur de ce milieu-là, donc total, interne, parce qu'il y a juste ça qui se passe à l'intérieur. Je sais que ce phénomène peut sembler un peu contre-intuitif, parce qu'on s'attendrait à ce qu'une partie de la lumière passe dans l'autre milieu, passe toujours dans l'autre milieu, parce que l'autre milieu est transparent. Je sais, mais au-delà de l'angle critique, il n'y a plus de réfraction du tout, seulement une réflexion parfaite, comme dans le cas de miroir, comme ce qu'on a vu dans le thème 1 et 2. Et ce principe est utilisé dans les fibres optiques. Donc, si vous avez l'Internet avec Bell chez vous, on dit qu'ils utilisent les fibres optiques pour transmettre en fait l'Internet chez vous à une vitesse très élevée. C'est grâce à ce principe-là qui est la réflexion totale interne et qui guide la lumière sur de longues distances grâce à des réflexions internes successives sans jamais avoir, entre guillemets, de perte vers l'extérieur. Tout sera à l'intérieur. Donc, vous pouvez voir ici, donc habituellement, de l'intérieur, si on passe d'un milieu plus dense, comme par exemple ici on va de l'air vers l'eau, donc les rayons qui sont à l'intérieur de l'air, habituellement à un certain angle, il y aura un angle réfracté, c'est-à-dire qu'il y a un angle qui réussit à sortir. Par contre, quand on a un angle critique, là, le rayon réfracté sera vraiment sur la surface, si vous voulez, et si on va au-delà de l'angle critique pour l'angle d'incidence, mais on remarque qu'il y aura une réflexion totale interne. Alors, je vais juste tracer les rayons pour que vous puissiez visualiser. Ici, c'est θ I, ici, θ R pour l'angle réfracté. Ici, θ I, mais là, on est dans l'angle critique, et là, c'est un angle de 90 degrés, donc θ R égale à 90 degrés. On voit que ça glisse sur la surface. Et là, si l'angle d'incidence, elle est supérieure à l'angle critique, on voit qu'il y a une réflexion totale interne, et donc l'angle réfléchi ici, ou l'angle de réflexion, est égal à l'angle d'incidence dans ce cas-ci. Donc, on a une réflexion totale interne.
Et lorsque l'angle d'incidence est un angle critique, ben, on sait que l'angle de réfraction est égal à 90. Donc, vous constatez, il y a beaucoup de R ici. Je vous recommande d'écrire soit réfracté ou réfléchi pour pouvoir différencier et vous assurer d'être pas confuse dans vos propres calculs. Par la suite, ici, alors si on applique la loi de Snell-Descartes, parce qu'on s'intéresse à connaître quantitativement la valeur de cet angle critique-là, alors là, si je remplace dans la loi de Snell-Descartes, l'angle de réfracté sera de 90 degrés. On sait que sin de 90 est égal à 1. Et si je m'en vais isoler, je constate que l'angle critique est égal à sin moins 1 de N2 sur N1. Donc, juste ici, je vais l'écrire comme ça. Peut-être ça va être mieux. J'ai voulu économiser de l'espace, mais bon, ça n'a pas été si utile que ça. Bref, voilà une autre formule à connaître. Donc, si on veut connaître l'angle critique, on peut appliquer cette formule. Et je répète, on doit passer d'un milieu qui est beaucoup plus dense vers un autre. Donc, on comprend que notre N1 est supérieur à N2. Donc, par exemple, on passe de l'eau vers l'air, par exemple. Voilà. La réflexion totale interne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'angle de réfraction, on parle davantage d'une réflexion parfaite, a lieu lorsque deux conditions suivantes sont satisfaites. Donc, on doit avoir les deux. Le rayon lumineux passe d'un milieu fortement réfringent à un milieu faiblement réfringent, donc N1 est supérieur à N2, et l'angle d'incidence, évidemment, est supérieur à l'angle critique. C'est là où on a une réflexion totale interne. Et est-ce que c'est ça qui explique qu'on peut se voir sur un lac? Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas tout à fait. Même lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, comme de l'air à l'eau ou vice-versa, une partie de la lumière est réfléchie à la surface, tandis qu'une autre est transmise. C'est ce qu'on appelle plutôt une réflexion partielle. C'est différent de la réflexion totale interne. Et si on était sous l'eau, est-ce qu'il y a de la réflexion totale interne? Oui, c'est possible. Alors, si vous regardez dans l'eau et que vous êtes dans l'eau, vous regardez à la surface, alors là, la réflexion totale interne peut se produire. Si vous avez un faisceau, vous envoyez un faisceau lumineux, envoyez de la lumière. Mais si l'angle avec la surface est plus grand que l'angle critique, la lumière qui vient de sous l'eau est totalement réfléchie. Alors, discutons un peu des mirages. Comment se forment-ils? Un mirage est une illusion optique naturelle. Vive la nature. Il se produit lorsque les couches d'air près du sol ont des températures différentes, ce qui modifie la vitesse de la lumière et fait dévier les rayons. Notre œil reçoit alors la lumière comme si elle venait d'un endroit différent, et cela crée une image trompeuse d'un objet ou d'un reflet qui n'existe pas réellement là où tu crois le voir. Donc, on dirait un peu comme dans les films lorsqu'on tente de trouver un oasis. Par exemple, lors d'une journée très chaude, vous pouvez voir ce qui ressemble à une flaque d'eau au loin sur l'asphalte, mais quand vous arrivez à cet endroit, il n'y a rien. Ce que vous avez vu est un mirage inférieur, le type le plus courant. Et en fait, l'air tout près du sol est très chaud, chauffé par le bitume ou le sable, bref, chaud. Et l'air un peu plus haut est plus frais. Et comme la lumière voyage plus vite dans l'air chaud, ces rayons sont légèrement courbés vers le haut et lorsqu'ils traversent ces couches d'air de température assez différentes. Alors, si un objet, exemple le ciel, se trouve plus loin, la lumière suit cette courbure et atteint vos yeux comme si elle venait du sol. Alors, notre cerveau, habitué à penser que la lumière se déplace en ligne droite, ce qui en effet se déplace en ligne droite, interprète cette lumière comme un reflet. C'est pourquoi on a l'impression qu'il y a de l'eau. Mais ce n'est qu'une image inversée du ciel. Donc voilà, il existe 3 types de mirages. Alors ça, c'est comme vraiment de l'enrichissement, là, c'est pour votre culture générale. Les mirages inférieurs sont des reflets trompeuses du ciel ou d'un objet, souvent vus sur les routes ou dans le désert, un peu comme ce qu'on voit dans les films. Les mirages supérieurs se produisent dans les régions plus froides, quand de l'air chaud repose sur une couche d'air froid. Cela peut faire flotter un objet à l'horizon, comme un bateau ou une île. C'est encore une illusion optique. Et le Fata Morgana est une forme complexe de mirage supérieur, donc c'est un peu plus poussé, avec des images multiples, allongées ou empilées. C'est très variable, c'est assez instable, ça bouge beaucoup. Donc, en conclusion, les mirages sont causés par une réfraction progressive de la lumière à travers des courbes d'air de densité différentes. En fait, quand l'air a des densités différentes, des températures différentes, c'est ça qui cause. Et la lumière ne change pas brusquement de direction, comme quand elle passe de l'air à l'eau, mais se courbe graduellement. C'est pas comme une réfraction qu'on connaît. La lumière change de forme, de trajectoire, et la transition est douce entre les différentes températures. Donc, j'ai mis ici, vous pouvez voir les différences. Et si ça peut vous intéresser, parlant de fibre optique, je vais pouvoir en parler un peu plus dans le thème 4, mais si vous êtes déjà intéressé à en savoir plus, j'ai mis quelques vidéos pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que la fibre optique. À ce stade, vous pouvez aller lire Quantum ou aller avec moi visiter quelques exercices dans Trajectoire à la page 114 à 117 avant de discuter de la dispersion chromatique. Alors, je suis dans le cahier Trajectoire à la page 114. Je vais aller à travers quelques exercices qui impliquent l'angle critique et la réflexion
totale interne. Donc, vous pouvez voir ici, on vous demande de calculer l'angle critique et c'est très simple, c'est d'appliquer la formule que je vous ai montrée. Θc est égal à sin-1 de n2 sur n1 et assurez-vous de comprendre que le n2, donc le deuxième milieu, doit avoir un indice de réfraction qui est inférieur au milieu 1. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir parler d'angle critique. Par la suite, les exercices sont assez simples, c'est d'aller appliquer la formule. Vous allez vite comprendre qu'en physique, quand on a par exemple ici, j'ai écrit θ critique prime, c'est comme dans un deuxième temps, on passe d'un milieu à un autre, ensuite ce milieu-là à un autre, et ainsi de suite. Donc, le prime voulant dire la suite, tout simplement. On ne va pas utiliser θ critique 2, c'est mieux de dire θ critique prime. Les problèmes comme celui-ci, ben, c'est pas que c'est simple. On a mis un petit plus pour dire qu'il y a quand même un niveau de difficulté, mais ici, vous devez être à l'aise avec les propriétés des angles et d'appliquer et de faire ressortir les angles. Et donc, c'est plus facile pour résoudre le problème. Et au-delà des triangles, vous devez savoir, par exemple, la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère est de 360 degrés, alors que dans le cas d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc, vous pouvez déduire sans nécessairement avoir des triangles rectangles. Donc, voilà, j'ai mis dans mes calculs comme des petites bulles pour vous permettre de savoir comment j'ai déterminé tel ou tel angle. Donc, l'important, dans un cas où on a la réflexion totale interne, ce qui est important, c'est qu'on travaille dans le prisme ou dans le milieu en question. Donc, il y aura toujours une réflexion parfaite. Donc, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, on applique la loi de la réflexion qu'on a vue dans le thème 1. Donc, voilà. Pour les autres exercices comme celui-ci, donc on applique, on tente de trouver, par exemple, l'angle critique. Et ensuite, on a des angles inconnus au-delà de l'angle qu'on cherche. Ce qui est important à faire, c'est que vous pouvez, par exemple, nommer ça, c'est l'angle alpha, ça, c'est l'angle bêta. Vous pouvez l'angle A, l'angle X, l'angle... Bref, l'angle en question, vous devez le nommer pour que je sache et vous mettez directement dans votre dessin. Donc là, ça pourrait aider énormément. Et très bientôt, j'expliquerai un peu ce que c'est n moyen, c'est-à-dire l'indice de réfraction du prisme moyen. Dans un prisme, c'est un peu différent parce que, bon, dépendamment d'où se trouve le prisme, on va avoir un indice différent, c'est-à-dire, dans chaque région du prisme, on a un indice différent. Je suis de retour dans les notes de cours. Donc, on termine avec la dispersion chromatique dans ce thème 3. Donc, la dispersion chromatique est un phénomène optique qui se produit lorsque la lumière blanche, comme celle du soleil, traverse un milieu transparent comme un prisme ou une goutte d'eau et se décompose en différentes couleurs. Donc, comme on sait, la lumière provenant du soleil, on a l'impression que la lumière est jaune, un peu orangée, mais non, en fait, la lumière provenant du soleil, elle est blanche. Et comment est-ce qu'on sait qu'en fait, c'est la somme de toutes les couleurs? Et c'est très simple. Donc, on a fait passer un rayon lumineux du soleil à travers un prisme. Donc, on a pris un prisme, on l'a visé vers le soleil et on a vu que le prisme en question était en mesure de décomposer la lumière du soleil en différentes couleurs. Et ces couleurs-là forment le spectre qu'on connaît allant du rouge au violet. Et n'est-ce pas le spectre électromagnétique qu'on connaît? Dans le spectre électromagnétique. La lumière blanche est en réalité un mélange de plusieurs longueurs d'onde correspondant aux différentes couleurs du spectre visible. Lorsqu'un rayon de lumière blanche pénètre dans un milieu transparent, comme notre prisme ici, il subit une réfraction. Mais voici le point important, c'est que cette réfraction-là, si vous remarquez, chaque couleur a un angle de réfraction différent. Donc, chaque couleur est réfractée différemment car elle a une longueur d'onde différente. Un peu comme tout à l'heure quand je suis allée dans la simulation de PHET Colorado et quand je suis allée dans différentes longueurs d'onde, et vous voyez que l'angle de réfraction, elle est légèrement différente d'un décimal près, mais ça reste qu'il y a une différence. Donc, le violet, qui a la plus petite longueur d'onde, est dévié davantage, et le rouge, avec la plus grande longueur d'onde, est moins dévié. Donc, voilà pour l'angle de réfraction. Et c'est cette différence de déviation qui cause la séparation des couleurs. Juste une petite différence d'angle permet justement à ce qu'on ait ce qu'on appelle la dispersion. Et si vous faites passer un faisceau de lumière blanche dans un prisme de verre, vous verrez l'arc-en-ciel dans les couleurs telles que le rouge, l'orange, jaune, vert, le bleu, l'indigo et le violet. Donc, c'est pas mal le spectre de la lumière visible. Et ce phénomène est utilisé pour étudier la composition de la lumière. Donc, on va aller à cet instant dans une simulation de PHET Colorado. Alors, je me retrouve dans la même simulation que tout à l'heure, mais je suis dans la section prisme. Et donc là, par exemple, si je prends un prisme triangulaire juste ici et je fais passer un faisceau lumineux et vous pouvez voir, je passe de l'air au prisme qui est en vert. Je vais mettre la normale pour que vous puissiez voir. Et là, si je change l'angle, vous voyez que l'angle de réfraction
elle s'approche davantage à un sorte d'angle critique, si vous voulez, donc sur la surface de l'angle, donc vous voyez là. Et là, si par exemple je passe de l'eau à notre verre, donc vous voyez que ça change également un petit peu. Si par exemple je mets cercle, vous voyez que ça dévie, ou un carré, je vais retourner à l'air. Donc vous pouvez jouer avec ça pour mieux, jouer avec la simulation pour mieux visualiser le fait que quand les rayons changent, quand on passe d'une longueur d'onde à une autre dans le spectre, donc si on passe du rouge au violet, mais l'angle de réfraction, elle augmente, elle diminue, là, elle devient plus petite, puis là, celui-là, elle devient plus grand. Voilà, si j'en mets plusieurs, vous pouvez voir juste là que ça change, un peu comme si on était dans le noir, mais on verrait que la lumière se décompose. La lumière étant la lumière blanche, se décompose en plusieurs couleurs qui sont illustrées juste là. Si par exemple, je retourne ici et je m'en vais mettre d'autres lentilles que vous allez apprendre tout à l'heure. Bref, dans le thème 4, l'idée ici, c'est de comprendre que nous sommes en mesure de décomposer la lumière blanche en plusieurs couleurs différentes avec des longueurs d'onde différentes. Et donc, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Donc, l'arc-en-ciel est un phénomène naturel de dispersion chromatique. La lumière du soleil entre dans les gouttelettes d'eau dans l'atmosphère où elle est réfractée, réfléchie à l'intérieur de la goutte, puis réfractée à nouveau en sortant. Donc, on part d'un milieu à un autre, donc de l'air à de l'eau sous forme liquide. Donc, naturellement, la lumière va subir une certaine réfraction. Alors, à cause de la dispersion, chaque couleur sort dans une direction différente, formant un arc de couleurs dans le ciel. Et donc, en conclusion, la dispersion chromatique, c'est la séparation des couleurs d'un rayon lumineux selon leur longueur d'onde. Chaque longueur d'onde permet justement à ce qu'on puisse voir respectivement chaque couleur. Elle se produit lorsque la lumière blanche traverse un milieu transparent, tel qu'un goutte d'eau par exemple. Une goutte d'eau est transparente et que chaque couleur est réfractée différemment. Alors, c'est grâce à cette propriété-là qu'on est en mesure de voir ces couleurs-là. Elle permet d'observer le spectre de la lumière comme dans un prisme ou dans un arc-en-ciel. Et donc, vous voyez Spooky avec son chapeau bien arc-en-ciel. Dans certains cas, on parle d'indice de réfraction moyen. Alors, c'est lorsqu'un matériau est composé de plusieurs couches ou substances comme une fibre optique ou avec un cœur et une gaine. On parle également d'indice de réfraction moyen lorsque la lumière traverse un matériau non homogène, comme un verre, contenant de petites impuretés ou un mélange de matériaux ou des épaisseurs différentes, par exemple. Et finalement, on va utiliser l'indice de réfraction moyen lorsqu'on fait une approximation globale du comportement de la lumière dans un milieu sans entrer dans les détails de sa structure microscopique. Donc, on ne rentrera pas dans les détails de ça. Donc, l'indice de réfraction moyen, N moyen, est donc une valeur représentative ou approximative qui permet de simplifier les calculs, tout en restant fidèle au comportement global de la lumière dans ce milieu. Habituellement, derrière ce petit énoncé de Spooky dit, j'avais mis les pages de trajectoire à faire que j'ai oublié de rajouter, donc je vais l'ajouter durant le montage, donc je vous invite à les faire. Je vais aller dans Shobi pour aller à travers quelques exercices qui sont en lien avec la dispersion chromatique et bien entendu les questions de consolidation pour le thème 3. Alors pour consolider ces apprentissages sur la dispersion, je vous invite à compléter dans votre cahier de trajectoire les exercices de la page 121 et 121 à 123. C'est pas très difficile, c'est en fait de mieux comprendre qu'en fait, en réalité, nos matériaux n'ont pas seulement un seul indice de réfraction. Souvent, c'est la combinaison de plusieurs matériaux ensemble qui caractérise ce matériau-là. Donc, quand la lumière traverse cette substance, il va réfracter approximativement à un angle quelconque. Donc, la loi de la réfraction s'applique, mais c'est pas parfait, ce qui fait qu'on va plutôt utiliser un indice de réfraction moyen. Et en faisant cela, on est en mesure de résoudre les problèmes assez facilement. Et ici, on vous demande de calculer, par exemple, en C, l'angle de réfraction pour la lumière rouge et la lumière violet, et on constate que pour la lumière violet, l'angle de réfraction est beaucoup plus petite que l'angle de réfraction en rouge. Donc, on peut quantitativement prouver ce qu'on vient de discuter ensemble. Par la suite, le même principe, un peu comme ce qu'on a vu dans la simulation, on est en mesure de calculer l'angle quand on passe de l'air à un prisme et on tente de voir comment l'indice de réfraction peut changer pour chacun de ces types. Pour chacun de ces types de lumière-là, ça peut changer également. Et donc, il y a des petits calculs en lien avec ça. Par la suite, le numéro 3, bien entendu, à page 123, est un peu plus difficile. C'est qu'on tente de déterminer quel est l'indice
de réfraction du prisme pour la lumière rouge, parce que pour chaque lumière, ça varie, bien qu'on nous donne l'indice de réfraction moyen. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'indice de réfraction précise pour la lumière rouge. Ici, c'est un peu essai-erreur, donc vous essayez un, puis si ça ne fonctionne pas, vous continuez jusqu'à ce que vous y arrivez. Et voilà, tant qu'à y être, je vais directement aller aux questions de synthèse. Donc, il y aura également la page 124 à 100... Il y en a des pages, hein? 133 à faire. Donc, je vais aller à travers quelques exercices. Donc, les premiers exercices ne sont pas vraiment difficiles. On applique la loi de Snell-Descartes, la loi de réfraction. Donc, c'est pas très difficile. Je vous rappelle qu'il faut toujours tracer la normale, vous assurer que vos réponses sont cohérentes. Si on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, ben, l'angle de réfraction va être plus petite que l'angle d'incidence. Et lorsque nous passons d'un milieu plus réfringent à moins réfringent, ben, l'angle de réfraction sera plus grand que l'angle d'incidence. Donc voilà, ici quelques autres exercices qui se font très bien. Là, c'est vraiment pas difficile. Il faut juste vous assurer d'appliquer les propriétés des angles pour savoir, par exemple, par alterne-interne, on est en mesure de déduire tel angle. Donc, c'est important d'appliquer les propriétés des angles. Même chose ici. Soyez sans crainte si, par exemple, le prisme en question, si on passe d'un milieu à un autre, puis la surface, elle n'est pas totalement comme un carré ou une surface plane et c'est un peu courbe, ben, tout s'applique de la même façon, que les lois s'appliquent. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand le rayon frappe sur la surface, même si elle est courbe, on peut s'imaginer qu'il y a un point d'incidence et si on traçait une sorte de tangente, ça va être perpendiculaire, donc on va pouvoir quand même appliquer la loi de la réflexion et la loi de la réfraction ou la réflexion totale interne dans certains cas, donc avec l'angle critique. Par la suite, ça c'est intéressant, on parle un peu d'un appareil d'imagerie qu'on appelle le fibroscope, permettre de voir les fibromes qui se retrouvent dans les ovaires. Donc ça c'est vraiment intéressant. On utilise la réflexion totale interne, un peu comme dans le cas des fibres optiques, chose qu'on discutera davantage quand on parlera du thème 4 sur les lentilles. Mais ici, on essaie de comprendre à quel angle est-ce qu'on aura une réflexion totale interne. Et je vous rappelle qu'il faudra passer par l'angle critique. Encore une fois, ici, on combine la réflexion et la réfraction. Parfois, il y a des miroirs plans. Ne soyez pas intimidés par ce genre de problème. Ce qui est important, c'est d'appliquer les angles, de bien tracer les angles, de bien mesurer les angles dans certains cas et d'appliquer les lois que vous connaissez. Dans le cas ici, où on a plusieurs surfaces, on a des lentilles, on a des miroirs, on a des prismes. Donc, ce qui nous pousse à comprendre qu'il y a nécessairement la réflexion totale interne, parce que vous voyez que les rayons restent à l'intérieur du prisme, par exemple. Donc, c'est là où vous allez devoir résoudre, bien tracer. Et ce que je vous recommande, c'est de nommer les angles. Okay? Donc, j'utilise, vu qu'on travaille beaucoup avec θ, j'utilise par exemple angle alpha, angle bêta, angle gamma, donc ça peut vraiment aider. Et je vous rappelle, on utilise par exemple le prime, donc θ, incident prime et ainsi de suite. Il y a d'autres problèmes qui se résolvent assez bien, encore une fois. C'est pas très, très difficile. Il faut bien repérer les données. Et dans le cas, par exemple, de la question 17, il y a plusieurs étapes parce qu'on commence par quand un rayon rentre dans le prisme, ensuite sort du prisme. Donc, des fois, il faut qu'on procède à l'envers. Donc, on résout le problème à la sortie, suivi, et là, on va pouvoir retourner en arrière pour savoir à quel angle le premier angle incident était de combien, par exemple. Donc, voilà. Donc, je vous laisse faire ces exercices-là. Ce qui est important, si vous constatez que vous n'avez pas la bonne réponse, recommencez, assurez-vous d'avoir mis les bons indices de réfraction, parce que souvent on se mélange, on passe de tel milieu à tel milieu, on est confuse, donc c'est important de retourner et revoir comment est-ce qu'on a mis les données, et c'est important de les nommer dans votre dessin pour qu'on sache si jamais c'est une évaluation ou un travail évalué, pour que je puisse savoir c'est quel angle que vous êtes en train de calculer et d'avoir des étapes claires, propres, comme je vous l'ai présenté juste là. Ici, c'était pour la question... je pense que c'était la question précédente. Là, j'ai fait une sorte de dessin alpha, méga... je comprends. C'était directement dans la question 18. J'ai tracé les angles dans mon cahier. Donc là, je l'ai mis pour que vous sachiez. D'un côté, ici, c'est alpha et ça, c'est un gamma. Donc, comme ça. Ça ressemble beaucoup à ça, là, mais bon, vous comprenez qu'il faut annoter. Donc, je vais le mettre comme ça.
Bon, je ne sais pas pourquoi mon efface sur Shobi est aussi bizarre, mais bon, voilà. Alors avant de faire un petit résumé du thème 3, alors Spooky, vous voyez que j'ai pris des photos de Spooky avec des lunettes de soleil, et ce ne sont pas n'importe quelles lunettes de soleil, ce sont des lunettes de soleil lorsque j'étais encore un enfant, donc quand j'avais 5-6 ans, je portais ces lunettes de soleil-là, et vous allez sûrement me dire, Mme Truand, est-ce que ces lunettes de soleil sont pour des gars? Non, moi je refuse ces questions, et je vais vous dire que j'adore les lunettes de soleil, peu importe leur couleur, et le pire dans tout ça, c'est que quand j'étais plus jeune, bon, le bleu me dérangeait pas tant que ça, mais aujourd'hui, bof, j'aime pas tant le bleu. Pas tant que ça. Mais bon, je dis ça et mon sac à dos est bleu. Bref, Spooky dit, les lunettes polarisées sont conçues pour réduire l'éblouissement causé par la lumière réfléchie sur des surfaces comme l'eau, la neige ou la route, parce que malgré tout, l'eau et la neige, une partie de la lumière est réfractée, mais une grande partie est réfléchie. Donc voilà, en optique, on sait que lorsqu'un rayon lumineux frappe sur une surface plane, une partie de cette lumière est réfléchie et peut devenir partiellement polarisée. Et ces ondes vibrent alors principalement dans une seule direction. On se rappelle que la lumière est aussi une onde. Alors voilà, souvent à l'horizontale, les verres polarisés contiennent un filtre spécial qui bloque cette lumière polarisée horizontalement, tout en laissant passer la lumière utile. Donc le résultat, c'est que les contrastes sont améliorés, les reflets sont atténués et la vision devient plus confortable, surtout en plein soleil. Et on se rappelle que le soleil, c'est une lumière blanche. Hein? Les rayons lumineux provenant du soleil sont la lumière blanche. Cette technologie repose sur une compréhension fine du comportement ondulatoire de la lumière et de ses interactions avec les surfaces, chose qu'on vient de voir dans ce thème, que les surfaces peuvent justement être transparents. Et lorsqu'ils sont transparents, eh bien, la lumière peut traverser, mais sera réfractée. Donc voilà, si je retourne ici, ce qui fait qu'une application concrète des principes de l'optique physique. Donc voilà pour Spooky. À cause de Spooky, les pages à faire de trajectoire ont été, cachées derrière ça. Donc, je vais mettre dans mon montage les pages à faire juste là. Alors, allons faire un petit retour des notions que nous avons vues. Oh, je suis montré trop. Donc, le thème 3, juste ici. Donc, là, on a commencé avec la réfraction de la lumière. On a parlé du principe de Fermat, qu'on comprend maintenant que la lumière emprunte toujours le chemin qui lui prend le moins de temps pour aller d'un point à un autre. Et c'est pour ça qu'on comprend que la lumière va continuer à aller en ligne droite, va être réfléchie, mais il y a un autre phénomène qui s'ajoute. La lumière peut être réfractée en passant d'un milieu à un autre. Donc voilà pour ça. Et puisque ces milieux-là, la lumière ne va pas seulement traverser de l'air à l'eau, elle traverse à travers différents matériaux, différentes substances. Et donc, ces matériaux et substances-là ont un indice de réfraction différent parce qu'ils ont la capacité à faire dévier la lumière différemment. Et c'est ce qu'on appelle la réfringence. Et il y a nécessairement une valeur quantitative pour cela qu'on appelle l'indice de réfraction. Notre point de référence peut être le vide, mais bon, il y a très peu de problèmes on va résoudre dans le vide. Donc, on va prendre l'air comme étant notre point de référence. Donc, l'indice de réfraction de l'air est de 1,00. Et on comprend que plus un milieu ralentit le passage de la lumière, plus ce milieu est réfringent. Plus son indice de réfraction est élevé et plus il dévie la lumière. Et vous voyez ici quelques petites valeurs. On va toujours vous donner ces indices de réfraction-là, mais sachez que l'air, par exemple, c'est toujours 1,00, l'eau, c'est toujours 1,33, le verre, 1,5. C'est quelques indices de réfraction qui vont arriver assez souvent. Voilà. Ici, j'ai mis image d'un diamant pour que vous compreniez que le diamant a un indice de réfraction très élevé et quand la lumière blanche passe du moins à travers de ce prisme, la lumière est réfractée et il y aura une dispersion chromatique et on verra le violet, le bleu vert et le rouge. Chose qui peut se faire pour d'autres cristaux, mais bon, le diamant est pas mal bon pour faire ça. Ensuite, on a tenté de comprendre d'où provient la loi de la réfraction ou ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Un petit historique, on a discuté de la réfraction, de ce que c'est, donc je le répète, c'est lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent à un autre et évidemment la vitesse de la lumière sera changée et ce qui entraîne une sorte de déviation de la trajectoire, donc la lumière est réfractée. Et j'ai expliqué pourquoi c'est comme ça et j'ai précisé la loi de Snell-Descartes, comment est-ce que ça a un impact sur les illusions optiques par exemple. Et par la suite, un petit historique. Pourquoi cette loi se nomme Snell-Descartes? Qui est Snell et qui est Descartes? Donc, j'ai discuté de cela. Ensuite, je vous ai présenté la formule. Donc, dans la loi de la réfraction, il y a deux parties. La première partie, c'est qu'on dit le rayon incident et le rayon réfracté. Oh, et aussi la normale, très important, se situe sur un même plan. Et finalement, quelle est la formule? Donc, N1 fois sin de θ1 est égal à N2 sin fois sin de θ2. C'est une formule que vous devez connaître et c'est assez facile à se rappeler. Plus on se pratique, mieux c'est. Par la suite, je vous ai expliqué les différentes variations. C'est-à-dire qu'on a des cas différents lorsque nous passons d'un milieu ayant un indice de réfraction plus élevé à moins élevé ou de moins élevé à plus élevé. Bref, ça a un impact sur l'angle de réfraction et bien entendu, ça
varie. Bon, la résolution de problème peut changer, mais bon, l'idée, c'est de comprendre que ça a un impact sur l'angle de réfraction. Quelques exercices à faire. Très peu d'exercices supplémentaires, je pense que c'est juste 3. Et par la suite, j'ai continué à discuter sur la réflexion totale interne de la lumière. Lorsque la lumière ne réussit pas à sortir du milieu, il reste emprisonné à l'intérieur du matériau du prisme, par exemple, et ça a un lien avec l'angle critique. Donc, évidemment, une petite formule, mais vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, parce que si vous connaissez la loi de Snell-Descartes et que vous savez que l'angle de réfraction dans un contexte où on a un angle critique est de 90 degrés parce que ça va, c'est directement sur la surface du milieu, vous savez que sin de 90 c'est égal à 1. Donc, vous pouvez isoler puis ça vous donne la même formule. Évidemment, pour qu'il y ait une réflexion totale interne, il y a 2 critères, conditions à respecter. Le rayon lumineux doit passer d'un milieu fortement réfringent à un milieu faiblement réfringent et finalement que l'angle d'incidence doit être supérieur à l'angle critique. Quelques petites explications supplémentaires pour tenter de comprendre les différents phénomènes qui nous entourent, notamment les mirages, un peu comme ce qu'on voit dans les films. Donc, ces illusions optiques-là sont assez intéressantes, donc je les explique dans mes notes de cours. Encore une fois, quelques exercices en trajectoire. Et j'ai terminé avec la dispersion chromatique, comment la lumière blanche peut être décomposée grâce à un prisme, parce que la lumière blanche, lorsqu'elle se décompose, les lumières visibles, la lumière visible, là-dedans, on a la lumière rouge jusqu'à la lumière violet, ont des longueurs d'onde différentes, et ce qui fait qu'ils ont des angles de réfraction différentes lorsqu'ils passent à travers le prisme. Donc, le violet, qui a la plus petite longueur d'onde, va dévier davantage, donc l'angle de réfraction sera beaucoup plus petite que dans le cas de la lumière rouge. J'explique un peu comment fonctionne l'arc-en-ciel, parce qu'en fait, ce qui nous permet de voir l'arc-en-ciel dans le ciel, c'est lorsque, après la pluie, on a des particules de pluie suspendues dans le ciel, dans les nuages par exemple, et là, la lumière blanche provenant du soleil va passer à travers ces gouttes d'eau-là, et ces rayons-là, ces faisceaux lumineux-là vont être déviés, ou ce qu'on appelle réfractés, et décomposer la lumière blanche, et ce qui permet justement de voir les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, j'ai terminé également avec l'indice de réfraction moyen, dans le but de faire comprendre qu'en fait, quand on passe d'un milieu à un autre, ce milieu, les milieux dans lesquels on travaille peut être par exemple un prisme ou un verre qui est composé de différents matériaux, de différentes substances, et donc l'indice de réfraction n'est pas parfaitement un chiffre, c'est comme une valeur moyenne, donc ce qui fait que parfois on va devoir travailler avec l'indice de réfraction moyenne. Sur ce, je m'arrête ici pour le thème 3. Je vous rappelle que je n'ai malheureusement pas mis les pages de consolidation à faire, et je vous invite à les faire. Juste ici, ça devrait afficher à l'écran. Voilà! Si vous éprouvez des difficultés à résoudre des problèmes, je vous invite à visionner une autre vidéo sur Shobi dans les corrigés où j'explique en détail le tout. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une idée originale pour introduire ou terminer cette vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon collègue, mon bestie au travail, de filmer son aquarium. Et après avoir filmé, je ne savais pas trop ce que je voulais faire avec ça. Donc, je vous laisse écouter les pleurs de son enfant.